j'entendais juste. Ça va. C'est bon. Bien, alors dans le cadre des entretiens prévus et organisés par la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, nous sommes aujourd'hui le 26 avril, mardi 26 avril 2016, et donc nous avons un entretien qui va être enregistré tout de suite. Et donc je tiens tout d'abord à dire à Pierre-André Wilzer, qui est ici présent, je voudrais d'abord lui dire que je suis très heureux de cet entretien et très honoré. Et donc, avant de lui donner la parole et de lui dire de se présenter, j'aurais juste dire un mot pour dire que je suis moi-même co-président de la commission franco-québécoise et qu'à ce titre, donc, je vais faire cet entretien avec Pierre-André Wilzer, qui d'ailleurs a été, et va nous le dire, lui-même président de cette commission, et il va évoquer toutes ses activités en tant qu'ancien ministre et député. Voilà, merci Pierre-André Wilzer, et je vous cède la parole. Merci beaucoup, cher Gilbert Pilleul, de cet accueil. Oui, effectivement, je vous ai précédé dans les fonctions que vous occupez actuellement à la présidence de la commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. Et pour moi, c'était dans la suite d'une longue carrière, si j'ose dire, de militant de la relation franco-québécoise et d'attachement au Québec, à son histoire, à son identité, etc. À travers toutes sortes de fonctions diverses. Ça a commencé dans ma jeunesse, ça s'est continué jusqu'à maintenant. Voilà, voilà. Alors, puisqu'on va entrer sur le vif du sujet, je voudrais vous poser une première question. Qu'est-ce qui, dans votre enfance, votre jeunesse, vous a conduit à avoir une certaine sensibilité pour le Québec? Effectivement, c'est une affaire de jeunesse. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup l'histoire de France, mais notamment la partie de l'histoire de France qui relate les épopées, les grandes aventures françaises dans le monde. Et dans ce cas-là, on découvre assez vite la grande aventure de la Nouvelle-France, les découvreurs, Jacques Cartier, etc. Et puis les débuts de la Nouvelle-France. Et il se trouve que j'étais peut-être sensibilisé particulièrement à cette histoire parce que j'habitais à l'époque Troyes, ville où la mémoire liée à Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance, etc., qui ont des attaches locales, était très vive. Et j'ajoute que dans ce contexte, quand j'étais quand même encore très jeune, je devais avoir l'âge du bac, le nouveau et jeune maire de Montréal, Jean Drapeau, c'était dans les années 60, début des années 60, est venu en voyage officiel à Troyes, et je l'ai rencontré à cette occasion, chez mes parents d'ailleurs, et ça a été un élément qui a permis aussi de nourrir et de concrétiser cet attachement déjà naissant pour le Québec. Et puis ensuite, ce sont un peu les événements, plus le goût que j'avais pour cet aspect de la relation entre la France et puis ce qu'avait été la Nouvelle-France, aujourd'hui devenue le Québec, que dans mes différentes fonctions, j'ai eu la possibilité d'approfondir, de renforcer tous mes liens avec le Québec. Voilà, voilà. Et donc, voyons maintenant vos souvenirs en tant qu'acteur de cette relation franco-québécoise. Et peut-être on peut commencer ensuite par, en 1967, le voyage du général de Gaulle. Oui, effectivement. Alors, bon, comme je le disais à l'instant, j'avais déjà un œil très, très tourné vers tout ce qui se passait au Québec, alors qu'à l'époque, au fond, on en parlait assez peu. Et il se trouve qu'en 1967, j'entrais dans la vie administrative et un peu politique aussi, et j'étais le chef de cabinet de Joël Le Teul, qui était à l'époque secrétaire d'État à l'information. Il appartenait, lui, à la famille gaulliste, et donc, par sentiment et par tradition, il était également intéressé par ce qui se passait au Québec.
Et à ce moment-là, c'est en 1967 donc, que s'est passé cet événement du voyage du général de Gaulle. Événement d'ailleurs pas très bien compris à l'époque en France, notamment par le monde politique, le monde médiatique, qui n'avait pas beaucoup de connaissances de la question et qui avait trouvé surprenante et même un peu dérangeante, on peut dire, les déclarations du général de Gaulle, notamment à Montréal, Vive le Québec libre. Oui, mais est-ce que, avant d'évoquer le Vive le Québec libre, est-ce qu'il n'y avait pas eu quand même des annonces qui auraient dû alerter? Bien sûr, mais effectivement, peu de gens le savaient. On n'en parlait pas beaucoup, mais effectivement, on sait maintenant très clairement, il suffisait de lire. Il y a d'ailleurs dans les chroniques diplomatiques tous les renseignements nécessaires sur les échanges qui avaient eu lieu dans les années qui ont précédé 1967, le fait que le général de Gaulle avait reçu les responsables du gouvernement québécois de l'époque, Jean Lesage, etc., et que de toute façon, sa conception était formée déjà depuis assez longtemps, sans doute. Mais l'opinion française n'était pas encore très bien informée. Donc, et les médias non plus. Et les médias non plus. Non, les médias avaient même eu des réactions assez désagréables à l'égard du général de Gaulle. On disait que peut-être il avait été un peu fatigué dans ce voyage et que c'est pour ça qu'il avait tenu ses propos. D'autres disaient qu'il a été sans doute un peu influencé par l'enthousiasme populaire sur la place de l'Hôtel de Ville à Montréal, etc. Oui, on se serait cru à la libération. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Mais en fait, ça c'est la mousse qui entoure souvent les événements importants. Et on sait maintenant aujourd'hui que ce n'était pas du tout une improvisation, c'était dans la continuité de positions qu'il avait déjà préparées très sérieusement et tout à fait à l'avance. Voilà. Donc c'est vrai que le voyage général de Gaulle a servi de déclencheur quand même dans l'opinion française, même parmi les responsables politiques qui ont commencé à s'intéresser de plus près à ce qui se passait au Québec. Alors je reviens un petit peu en arrière parce que vous m'avez parlé il n'y a pas longtemps de Jean Drapeau que vous aviez peut-être rencontré. Oui, à Troyes. Oui, on pourrait peut-être en dire un mot. Oui, quand il est venu à Troyes pour une cérémonie qui était justement à la mémoire de Marguerite Bourgeois, il venait d'être élu maire de Montréal. Il a été élu pendant 2 ans dans un premier mandat, je crois de 1960 à 1962, sauf erreur. Et il est revenu après une période où il avait été battu à une élection municipale. Il a été réélu maire en 64, et là il est resté 24 ans maire. Oui. Donc c'est devenu quelqu'un d'incontournable. À l'époque, quand je l'ai rencontré pour la première fois, bon, c'était pas moi qui venais rencontrer évidemment, c'était mon père qui était préfet de l'Aube à l'époque, le département dont Troyes est le chef-lieu. Mais j'avais été très séduit par le personnage qu'on a mieux connu après. Alors il y a donc effectivement depuis le lancement de ce qu'on a appelé la Maison du Québec et donc cette maison ici qui est celle de la délégation, il y a eu un commencement et même un grand commencement de cette relation franco-québécoise de coopération. Et donc à partir de quand vous trouvez, comment dire, mêlé, associé à cette histoire de la coopération franco-québécoise? Alors là, en fait, c'est quelques années plus tard, quand je me suis retrouvé au cabinet du Premier ministre Raymond Barre. Donc, ça nous amène dans les années 1960. Il a été nommé Raymond Barre en 1976, Premier ministre. Cette année-là, d'ailleurs, René Lévesque et le Parti québécois ont gagné les élections législatives au Québec. Donc, René Lévesque est devenu Premier ministre. Et l'année qui a suivi, même un peu 6 mois après, il a fait son premier voyage officiel en France. Et donc Raymond Barre, qui était son homologue côté français, a eu à l'accueillir. Et ce voyage de René Lévesque, dans la foulée de l'élection du Parti québécois,
avec comme thème déjà très clairement affiché la souveraineté, la conquête de la souveraineté, évidemment a suscité énormément d'attention, de sympathie dans beaucoup de milieux en France, enfin tous les milieux qui connaissaient un peu la situation au Québec en tout cas. Et c'est un voyage qui a été très productif, notamment parce que c'est à l'occasion de ce voyage qu'a été décidé entre les deux premiers ministres, et avec l'accord bien sûr du président de la République de l'époque, qui était Valéry Giscard d'Estaing, oui, la création d'une coutume, enfin, d'une habitude qui s'est toujours ensuite trouvée respectée, c'est les échanges, les voyages alternés de premiers ministres québécois et français chaque année dans l'autre pays. D'accord. Et donc, ça a été le courant est très bien passé d'ailleurs entre René Lévesque, qui était un homme extrêmement direct mais chaleureux, et Raymond Barre, qui avait d'ailleurs de la sympathie pour le Québec, connaissait le Québec, il était assez foncièrement gaulliste, même s'il n'appartenait pas au parti gaulliste. Et par conséquent, lui, ça lui disait quelque chose. Le voyage du général de Gaulle, le Vive le Québec libre, ça ne l'avait pas choqué. C'était quelque chose qui lui paraissait tout à fait dans l'ordre des choses. Voilà. Donc le voyage s'est très bien passé, et dès la fin du voyage René Lévesque à Paris, a été décidé que l'année suivante, c'est le Premier ministre français, donc Raymond Barre, qui irait à Québec. Traditionnellement, et ça a été toujours suivi, ça, il y avait une escale, une première partie du voyage à Ottawa, pour sauver quand même les règles protocolaires, passer à la capitale fédérale, et ensuite le voyage officiel, principal, évidemment beaucoup plus populaire, était au Québec. Ça a commencé donc en 1979, en fait. D'accord. Oui. Donc, vous faites allusion là au voyage de Raymond Barre au Canada. Oui, oui, au Canada et au Québec. Et au Québec, oui. On distinguait toujours les deux. Oui. Voilà, et ça continue d'ailleurs. Ça continue, d'accord. Bon, alors donc, quelle impression vous a laissé ce premier voyage? Ce qui est le plus frappant, si vous voulez, c'est qu'à cette époque-là, la montée en puissance du courant souverainiste au Québec, poussé d'ailleurs par l'énergie que mettait René Lévesque et toute son équipe, tout son gouvernement, pour faire progresser cette idée, avait créé des tensions extrêmement fortes avec le gouvernement fédéral. Et on a assisté durant toute cette période à une sorte de bataille entre deux politiques, deux approches de l'organisation du Canada et du Québec, et aussi deux hommes qui portaient chacun une thèse. D'un côté, Pierre Elliott Trudeau, Premier ministre du Canada, libéral, de l'autre côté, René Lévesque, parti québécois, attaché donc à l'indépendance, on peut dire. L'indépendance, il a ensuite dit souveraineté association, c'est-à-dire qu'il ne récusait pas l'idée qu'il faudrait bien que le Québec trouve, même un Québec souverain, trouve des accords avec le Canada, le reste du Canada. Mais à cette époque-là, les positions étaient extrêmement tranchées, les tensions étaient elles-mêmes extrêmement fortes. Et il se trouve, comme j'ai été chargé par Raymond Barre des affaires concernant le Québec à son cabinet, j'étais son chef de cabinet, et j'aurais pas dû normalement m'occuper d'une affaire qui n'était pas strictement franco-française, mais Raymond Barre avait choisi ça. J'ai donc participé de très près à l'organisation du voyage de Raymond Barre au Canada et au Québec. Ça se faisait en concertation avec, d'une part, l'ambassade du Canada à Paris, d'autre part, la délégation générale du Québec à Paris, et bien entendu, derrière ça, il y avait les ministères des Affaires étrangères des deux côtés, et des trois côtés, puisqu'il y avait le ministère des Affaires étrangères français aussi. Et en fait, la mise au point du programme même du Premier ministre a été extrêmement difficile, parce que chaque délégation québécoise ou fédérale imposait des exigences,
voulait un peu plus que les autres, etc. Il a fallu, plusieurs fois on a pensé qu'on n'arriverait pas à le faire, qu'il allait falloir y renoncer parce qu'on n'arrivait pas à obtenir un accord des deux parties sur la façon dont devait se dérouler le voyage d'un côté et de l'autre. Et vous pouvez donner un exemple précis? Ça tournait, si vous voulez, à l'obsession. C'est-à-dire, par exemple, ça tenait au minutage. S'il allait à tel endroit pour un dépôt de gerbes, ça devait être comme ci et comme ça prendrait tant de minutes, et de l'autre côté, il ne fallait pas que ce soit plus ni moins. S'il devait faire des visites en dehors de la capitale, comment ce serait, etc. Donc ça a été en fait une discussion pied à pied sur chaque détail, et par conséquent, quand le voyage a commencé, on était quand même assez inquiet. On s'est dit que dans ce climat de tension, de suspicion et d'agressivité entre les deux parties en face de nous, on risquait d'avoir des incidents à tout moment. Alors des incidents, en fait, on a failli en avoir, une série, mais enfin, je me souviens de deux en particulier. L'un s'est passé à Ottawa, où à la fin de la première partie du voyage, donc, qui concernait la partie fédérale, à Ottawa, il y avait une conférence de presse des deux premiers ministres, d'un côté Pierre-Elliott Trudeau, de l'autre côté Raymond Barre, et après les déclarations que chacun a faites, ce sont les journalistes qui posaient des questions. Et la question à laquelle on s'attendait, évidemment, mais qui est survenue d'une manière un peu différente de ce qu'on pouvait imaginer, a été posée par un journaliste canadien au Premier ministre Raymond Barre sur quelle est l'attitude de la France vis-à-vis de l'aspiration du Québec à l'indépendance, etc. Donc, et tout ça avec Trudeau à ses côtés, évidemment, il fallait peser ses mots. Et donc, Raymond Barre, qui était un homme qui savait quand il le fallait prendre son temps, a laissé passer un certain temps. Ça nous a paru un peu long, à vrai dire. Moi qui étais là tout près, je me suis dit, mais s'il ne répond pas, est-ce que c'est par hasard qu'il est très embarrassé, qu'il ne sait pas quoi répondre? En réalité, il était en train de peaufiner soigneusement sa réponse, de telle sorte qu'elle ne puisse pas être mal interprétée, ni être désagréable pour son voisin Premier ministre canadien, ni non plus décourageante pour les Québécois. Je ne me souviens plus la phrase, mais quand il a enfin pris la parole, ça a duré sans doute 45 secondes, mais quand on a un silence total, ça paraît très très long. Et finalement, tout le monde a respiré, parce qu'il avait trouvé une formulation qui permettait, sans renoncer à rien, plutôt, de ne pas créer d'incident diplomatique à ce moment-là. Et le deuxième incident, si j'ose dire, c'est tout à fait à la fin du voyage aussi, la partie québécoise, au moment où, à la fin de ce voyage, qui se terminait à Montréal, après avoir été à Québec et dans plusieurs étapes un peu partout au Québec, c'était à Montréal où Raymond Barre devait reprendre l'avion pour Paris. Un avion du gouvernement français qui était positionné à l'aéroport international de Mirabel, à l'époque, qui avait été peu de temps avant inauguré. Et c'est là que les vols internationaux se posaient. Il y avait un dernier entretien entre René Lévesque et Raymond Barre dans un endroit, dans un grand hôtel de Montréal, et on devait partir en fin d'après-midi, parce qu'avec le décalage horaire, il fallait compter que c'était un mardi soir, je me souviens très bien, parce qu'il y avait le lendemain matin, mercredi, comme tous les mercredis, Conseil des ministres, à 9h30 à l'époque, c'était, et il fallait qu'on calcule le temps de départ pour que le Premier ministre français puisse arriver à Paris, avoir le temps de passer, se changer et prendre ses dossiers pour le Conseil des ministres et rejoindre le Conseil des ministres à l'heure. Et l'entretien final avec René Lévesque se prolongeait. Ça avait déjà mordu 10 minutes, un quart d'heure. Bon,
je me suis inquiété, moi, le chef de cabinet, étant là pour veiller à ce que les horaires soient respectés, je me suis un petit peu inquiété, j'ai été aux nouvelles et on m'a dit « Ah mais c'est pas grave, il y a juste un petit décalage, en fait, c'est simplement que l'avion a un petit problème technique, mais qui est sans gravité, qui va être réparé dans les minutes qui viennent. » Il se passe encore 10 minutes sans aucune nouvelle, et là, je décide d'entrer dans le salon où était en discussion Raymond Barre avec René Lévesque. Et là, je découvre, parce qu'ils me le disent, qu'en réalité, il n'y a pas du tout d'incident technique dans l'avion, c'est simplement que le gouvernement fédéral a décidé que l'aéroport de Mirabel étant fédéral, comme tous les aéroports internationaux au Canada, ça n'est pas le Premier ministre québécois qui doit raccompagner le Premier ministre français, c'est le ministre des Transports du Canada. Et évidemment, René Lévesque avait dit que jamais ça ne se passerait comme ça. Et pendant ce temps-là, le temps s'écoulait, si j'ose dire. Finalement, René Lévesque a décidé d'aller, malgré tout, à l'aéroport de Mirabel. Nous sommes donc partis en cortège, arrivés à l'aéroport de Mirabel, qui n'est pas tout à côté quand même. On avait déjà un peu de retard sur l'horaire initial. Et il y a eu encore des discussions extrêmement tendues entre les Québécois et les fédéraux. Le Premier ministre québécois n'entendant absolument pas laisser sa place. Et on a donc assisté avec stupéfaction dans un grand hangar où il y avait la garde royale, comment s'appelle la gendarmerie royale du Canada, en grand uniforme, qui était rangé tout autour avec une musique, un petit podium au milieu qui était prévu pour l'hôte et son accompagnateur. Et on a vu Raymond Barre debout sur ce podium avec à côté de lui René Lévesque. La musique jouant l'hymne au Canada, et René Lévesque, les bras croisés, rigolard, ne respectant absolument pas, exprès d'ailleurs, par provocation. Enfin, on est arrivé à Paris le lendemain, sachant que le Premier ministre n'aurait pas le temps de passer changer, qu'il fallait qu'on lui apporte son dossier directement à l'Élysée. Et le lendemain, dans Le Figaro, Jacques Faisan, le dessinateur à l'époque extrêmement populaire, avait fait un dessin qui résumait très bien la situation. On voyait Barre sortant d'un avion et levant les bras et criant « Vive Raymond Barre libre !» Voilà, ça montrait l'état de tension, l'état de tension politique en fait. Qui me conduisent aussi à vous poser des questions au fond sur l'environnement général, c'est-à-dire là on sent une volonté politique du gouvernement, mais quelles sont les réactions des parlementaires, quelle est la position des journalistes, qu'est-ce qu'on en dit à l'époque? Écoutez, tous ces événements et cette tension ont intéressé quand même de plus en plus de gens. Moi à l'époque j'étais pas du tout encore dans la vie politique moi-même, mais j'étais en contact avec les élus, les parlementaires en particulier, et ils suivaient de très près ce qui se passait, ils étaient très intéressés, ils avaient très envie d'aller voir. Et donc, j'ai même eu l'occasion, dans ces années-là, je crois en 79, je pense, à la demande d'ailleurs de l'ambassade du Canada à Paris, d'organiser un voyage d'un groupe de jeunes parlementaires de la majorité, 7 ou 8 à peu près, qui ont fait, et ils m'ont invité à les accompagner, donc j'ai fait aussi avec eux, un voyage découverte de l'ensemble du Canada, d'ailleurs, en commençant par la Colombie-Britannique, en revenant ensuite vers les provinces de l'Est, et en particulier le Québec. C'était très intéressant à tous égards. On a vu à l'époque tous les gouvernements des différentes provinces, et beaucoup de contacts aussi avec les milieux économiques, etc. Et là aussi, on était quand même dans une période de très grande tension. C'était encore avant le référendum, mais on s'approchait du référendum. Il y avait donc une mobilisation, une sorte de pré-campagne électorale, et on a eu aussi, en passant à Ottawa, des surprises, parce que ayant appris que ce groupe de jeunes parlementaires français sillonnait le Canada à ce moment-là,
les médias et du coup un parlementaire fédéral canadien avait... Vous étiez invité. J'étais invité, oui, j'ai accompagné et un peu piloté le voyage. Le Premier ministre Trudeau a été interpellé à la Chambre des communes à Ottawa sur le thème « Mais, Monsieur le Premier ministre, on apprend qu'un groupe d'hommes politiques français sont en train de circuler au Canada, tout ça est extrêmement louche, c'est inadmissible, on vous demande des explications, etc. » Et Trudeau, ne sachant pas de quoi il s'agit, c'est normal, ce n'était pas un événement considérable, a répondu que ah oui, c'était effectivement très surprenant, très choquant, et qu'il allait s'informer et prendre des mesures, etc. Moyennant quoi, nous sommes arrivés à l'aéroport pour découvrir que cette affaire avait pris des dimensions d'incident diplomatique, jusqu'au moment où on a fait une mise au point et que Trudeau a découvert que c'est en fait son ambassade à Paris qui avait très officiellement organisé ce voyage, qu'on était donc les invités du gouvernement canadien et non pas des espions en train de sillonner le Canada de manière dissimulée. Bon, il y avait encore donc une certaine méfiance. Il y avait une très grosse méfiance, vraiment une très grosse méfiance. D'abord une très grosse tension entre le Québec et le reste du Canada, notamment le gouvernement fédéral, parce que dans les provinces de l'Ouest, Colombie-Britannique, etc., le Québec leur apparaissait comme quelque chose de très lointain. Une autre fois, un peu plus tard, j'ai été retourné, quand j'étais moi-même parlementaire, j'étais retourné dans le cadre de l'Assemblée de la francophonie à une assemblée générale qui se tenait justement en Colombie-Britannique. Il y avait une délégation québécoise et en fait j'ai vu et entendu de mes oreilles les habitants, les Canadiens habitant en Colombie-Britannique, dont quasiment très peu parlent français évidemment, et qui prenaient les Québécois pour des Français. Ah oui. Ils disaient, oui, alors vous venez d'où en France? Donc c'est vous dire, on est très loin à tous égards. Ils étaient très loin les uns des autres. Vous savez, on est à Montréal, on est à mi-chemin entre Vancouver et Paris. Oui, c'est ça, voilà. Donc c'était un peu un autre monde, tout à fait. Donc en réalité, il y avait donc des tensions très fortes Québec fédéral, et du coup, la France était quand même constamment soupçonnée de manipuler derrière tout ça. D'avoir une stratégie de déstabilisation du Canada, en fait. Donc ça expliquait beaucoup cette crispation, le fait que tout était immédiatement interprété, il fallait faire très attention, chacun se méfiait de l'autre. Alors vous veniez d'évoquer le référendum de 1980, oui. Alors on pourrait peut-être en dire quelques mots. Oui, il arrivait au point culminant évidemment de cette tension, de cette campagne. Il a donné un résultat évidemment qui n'était pas du tout celui qu'espéraient René Lévesque et les péquistes, puisque en fait le oui n'a fait guère plus de 40%. Oui. Donc on était quand même loin du compte, oui. Évidemment, René Lévesque et toute son équipe, son gouvernement, etc., ont été quand même très déçus par le résultat. Néanmoins, pas découragés pour autant, si bien que René Lévesque n'a pas démissionné d'ailleurs à la suite de ce référendum. Il y a eu un remaniement du gouvernement, mais il est resté Premier ministre jusqu'en 1985, donc encore presque 5 ans après le référendum. Mais sur le moment, en France, tous les Français, quelle que soit leur fonction, leur position, qui s'étaient pris de passion pour le Québec, ont été eux aussi déçus, il faut le dire, parce qu'ils avaient l'impression que c'était au fond la lutte pour l'identité québécoise qui venait de rater une occasion, en fait. Mais enfin, bon, l'affaire est repartie. Le gouvernement français, lui, a changé en profondeur, puisqu'on est arrivé très vite à 81, l'élection présidentielle, et l'élection donc de François Mitterrand remplaçant Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre redevenant député.
simplement. Néanmoins, les contacts sont restés très, très étroits. Bien qu'on passait de la gauche, Oui, enfin de la oui, droite à la gauche disons, plutôt, oui. mais on peut peut-être signaler que en ce qui concerne justement Valéry Giscard d'Estaing, Oui. il y avait une sensibilité due Oui. à son C'est vrai, passé. oui. Hein. Ça s'est Oui. manifesté, ça, à l'occasion, Oui. d'ailleurs, d'un problème qui n'était pas seulement québécois, c'était le projet de réunir pour la première fois un sommet des chefs d'État des pays de la francophonie. C'était une idée qu'avait poussé, enfin, c'était à l'époque Richard Senghor, Richard Léopold, Oui. oui, pas Richard. Paris, oui, attends, excusez-moi. Oui. Oui. Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, voilà. oui, qui était à l'origine de cette idée, mais qu'avait reprise Giscard, d'organiser ce sommet des chefs d'État pour lancer, sur le plan international et politiquement d'ailleurs, la francophonie. Simplement, ça a buté très vite, quand les discussions ont commencé, avec l'opposition de Trudeau, qui ne voulait pas que le Québec puisse siéger à cette occasion comme autour de la table, comme si c'était un pays souverain. Et du coup, Giscard n'a jamais accepté de capituler. Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu, du coup, de sommet de la francophonie sous Giscard. La même question s'est posée immédiatement à François Mitterrand, qui lui a succédé, et François Mitterrand a adopté la même attitude que Giscard. Donc on peut dire d'un certain point de vue que même si chacun avait son tempérament, certains plus d'enthousiasme et d'empathie pour le Québec, mais sur le fond des choses, il y a eu une continuité de la politique française à travers toute cette période-là, que ce soit la droite ou la gauche. Et le sommet de la francophonie, pour terminer sur ce point, a fini par avoir lieu, le premier sommet qui s'est tenu à Paris, au moment où le gouvernement canadien, qui était d'ailleurs plus dirigé par Trudeau, a accepté que la délégation québécoise siège comme gouvernement participant à cette conférence des chefs d'État. Donc on peut dire que la transition s'est faite sans mettre en cause du tout la relation particulière entre le Québec et la France, en dépit des apparences. Alors en 1982, là, un peu après l'arrivée de François Mitterrand, je crois que vous faites un voyage avec Raymond Barre. Oui, c'est vrai. Et donc, comment ça s'est passé? Dans quelle ambiance? En fait, c'était la suite, mais avec un peu de décalage. C'était la suite du voyage officiel que Raymond Barre avait fait au Québec, et au cours duquel, évidemment, les manifestations, les séances de travail, les visites, etc., vous empêchent complètement de découvrir le pays. Et René Lévesque avait dit à Raymond Barre, écoutez Raymond, si vous voulez bien, quand vous ne serez plus Premier ministre, je vous inviterai avec Madame Barre pour venir visiter un peu notre pays. C'est bien ce qu'il a fait d'ailleurs. En 1982, un beau jour, je continuais à m'occuper à titre personnel, à titre privé du secrétariat de Raymond Barre, et j'ai reçu un coup de téléphone me disant que le Premier ministre René Lévesque confirmait son invitation, etc. Et du coup, monsieur et madame Barre m'ont accompagné de mon épouse et de moi, donc tous les quatre, nous sommes partis pour faire un voyage d'une semaine à peu près au Québec, où on a vu bien sûr tranquillement, de manière privée, je veux dire, sans le protocole, et avec beaucoup plus de temps et de manière beaucoup plus détendue, René Lévesque et son épouse, Jacques Parizeau et la sienne, Jacques Parizeau qui nous a fait visiter les installations gigantesques, très spectaculaires de la baie James, etc. Donc, vous pouvez nous dire quelques mots sur Jacques Parizeau? Ah oui, Jacques Parizeau, qu'on retrouvera plus tard parce qu'il est devenu Premier ministre à son tour, mais à l'époque il était ministre des Finances du Québec. C'était un très bon économiste et il avait d'ailleurs, avec Raymond Barre, qui lui-même était un économiste, ils avaient des tas de points de comparaison et de centres d'intérêt communs.
oui, de convergence. Et c'était un homme extrêmement, à la fois, qui avait une forte volonté, une grande capacité de travail, mais extrêmement sympathique, ayant toujours beaucoup d'humour, un très bon compagnon de voyage aussi. Ouais. D'accord. Et un peu plus tard, je crois que vous avez rencontré Pierre-Marc Johnson. Oui, alors après, si vous voulez, bon, les contacts ayant été établis, ils se sont prolongés, que ce soit à l'époque où Barre était Premier ministre ou même quand il était après un homme politique de l'opposition. Rapidement un homme politique assez important parce qu'il est apparu très vite à partir des années 82 justement qu'il était un de ceux qui pouvaient être candidat valablement à l'élection présidentielle suivante, celle de 88. Donc il jouait un rôle quand même assez important d'influence. Là, les médias le suivaient de très près. Mais quelles que soient les circonstances, les contacts étaient établis maintenant, bien établis avec tous les gens de l'équipe au pouvoir au Québec. Moi, j'avais noué des relations d'amitié avec, par exemple, Louise Baudouin, lors du voyage officiel de Raymond Barre au Québec. Donc, on est resté toujours en relation. Jacques-Yvan Morin, Jacques Parizeau, et ainsi de suite. Donc, quand il y a eu un changement, quand, comment dirais-je, René Lévesque a démissionné de ses fonctions en 85, parce qu'il y avait beaucoup de tensions internes au sein du Parti québécois, et il était un peu amer de tout ça. C'est Pierre-Marc Johnson qui l'a remplacé pour un an, même pas, pour 6 mois. Et bien sûr, on est resté en contact avec lui, comme avec ses successeurs, qui étaient Bouchard, puis ensuite Landry, les premiers ministres. Oui, Bernard Landry, oui. Et donc voilà. Donc on pourrait dire qu'il y a comme un tournant là dans cette histoire pour vous. C'est aussi une nouvelle période. Je crois que vous devenez député. Oui, alors ça, effectivement, en 86, oui, vous avez raison. Oui. En 86, j'ai été candidat. Fait que vous êtes, si vous permettez, vous êtes un peu éloigné de cette relation avec le Québec. Non, pas vraiment, parce que effectivement, j'ai été élu député de l'Essonne en 1986. Donc tout ça, c'était quand même dans la même période. Et j'ai immédiatement, ça vous surprendra sans doute pas, fait partie du groupe d'amitié France-Québec, dont je suis devenu président 2 ans après. Enfin, j'ai travaillé, j'étais quand même parmi ceux qui étaient le plus branchés, si je veux dire, sur le Québec, à l'Assemblée nationale. Donc je me suis beaucoup impliqué là-dedans. Je suis devenu président du groupe d'amitié, que je suis resté pendant 9 ans, quelles que soient les alternances d'ailleurs, que ce soit la gauche, la droite. J'ai toujours pu continuer à présider ce groupe, qui était le groupe le plus important, le plus nombreux à l'Assemblée nationale, qui avait d'ailleurs un statut particulier parce qu'on avait obtenu de l'Assemblée nationale qu'il ait une cellule permanente, une commission mixte franco-québécoise permanente qui permettait d'organiser du travail en commun avec l'Assemblée nationale québécoise. C'était très facile parce qu'on utilise évidemment la même langue et que donc les échanges de documents, les discussions, les conversations, les travaux en commun pouvaient être extrêmement productifs. Et ça ne manquait pas de sujets sur lesquels aussi bien les Québécois pouvaient s'intéresser à des expériences françaises et inversement, nous pouvions vouloir nous inspirer d'un certain nombre d'initiatives québécoises. Donc ça a été un moment où moi j'ai été à l'époque au moins 2 fois, si ce n'était pas 3 fois au Québec. On avait autant de nos collègues québécois qui venaient et on a fait énormément de travail extrêmement productif. Alors on peut donner peut-être quelques exemples de travaux qui ont été réalisés à cette époque. Oui, alors il y a eu beaucoup de sujets. Par exemple, déjà à ce moment-là, il y avait la préoccupation de l'environnement, on disait ça, on appelait ça l'environnement, pas encore l'écologie, mais il y avait aussi les questions énergétiques. Bon, le Québec a une histoire très intéressante en matière d'industrie de production électrique par voie hydraulique. Nous aussi en France, de notre côté, mais on a en plus
l'industrie nucléaire, l'électricité nucléaire. Et il y avait donc beaucoup de sujets sur lesquels on avait à échanger, à comparer et à s'inspirer de décisions, de législation de l'autre pays. Mais pour prendre d'autres exemples plutôt tournés vers la vie quotidienne, les Québécois, par exemple, on s'en souvient très bien, se préoccupaient beaucoup de leur courbe démographique. Il n'y avait pas assez de taux de natalité trop bas. Et pour eux, c'est vital au Québec, le taux de natalité. Et nous, en France, on avait au contraire un taux de natalité nettement supérieur. Les Québécois voulaient savoir pourquoi, comment ils pouvaient... Comment on faisait. Ouais. Voilà. Et en réalité, on a donc beaucoup travaillé ensemble sur le système français d'allocation familiale, les maternelles, les écoles maternelles ouvertes très tôt pour les jeunes enfants, ce qui n'existait pas du tout au Québec. Et ils se sont inspirés de la législation française et de la politique française en matière de natalité et de famille. De même, dans l'autre sens, on peut dire que pour lutter contre un certain nombre de scandales, comme il en était arrivé un certain nombre en matière de financement de la vie politique, en France, il y a eu des lois qui ont commencé à être élaborées, discutées, votées, et ces lois se sont largement inspirées des exemples québécois. Le Québec était très en avance dans ce domaine, un peu comme les pays scandinaves d'ailleurs, et par conséquent, quand on a élaboré ces textes à l'Assemblée nationale et au Sénat, en tout cas pour l'Assemblée nationale, je m'en souviens bien parce que j'étais moi-même un des députés qui ont beaucoup travaillé sur ces textes, j'avais distribué la législation québécoise qu'on avait sous les yeux au moment où nous étions en train de voter, de discuter, d'amender les propositions de loi à adopter en France. Voilà, ce sont des exemples parmi beaucoup d'autres qui ont nourri complètement les travaux de ce groupe d'amitié. Un homme convaincu comme vous l'étiez a pu jouer jouer un rôle important dans cette relation franco-québécoise avec le contact que vous aviez au sein de l'Assemblée nationale, etc. Oui, vous savez, on dit quelquefois il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Et je crois que quand on tient à la relation avec le Québec, quand on est français et qu'on tient à la relation avec le Québec, il faut le concrétiser aussi. Pas seulement des belles paroles, mais aussi des actes. Oui. Alors donc, c'est 5 années très intenses finalement qui vous conduisent à intervenir dans de nombreux domaines au sein de l'Assemblée nationale. Et on arrive à peu près là à l'arrivée de Jacques Parizeau, si je comprends bien. Oui, c'est vrai. On en a dit un mot, mais on peut peut-être en dire un autre mot sur son projet de référendum, etc. Et, ça vaut la peine d'en parler parce que d'abord c'est le second référendum sur la souveraineté. À vrai dire, il était même plus clair que celui de 1980. Le celui de 1980 consistait à demander aux Québécois s'ils autorisaient le gouvernement québécois à engager des discussions avec le gouvernement fédéral sur une revue, une modification du statut constitutionnel, moyennant quoi ce serait soumis au peuple pour décision, après, si un texte était élaboré, si un accord était conclu. Avec Jacques Parizeau, les choses ont été plus directes. C'était approuvez-vous la décision de la souveraineté association proposée par le gouvernement québécois, etc. Et là, c'était par oui ou par non. Ça a été de nouveau donc la période qui a précédé ce référendum-là. Ce référendum a eu lieu en octobre 1995. Donc tous les mois qui ont précédé étaient bien entendu complètement tournés vers cette échéance-là, très importante. Comme ça avait été le cas d'ailleurs pour René Lévesque un certain nombre d'années avant, Jacques Parizeau est venu en voyage officiel, il était Premier ministre, lui, là. Il a été élu Premier ministre, le Parti québécois dont il était le chef a gagné les élections provinciales en 1994. Et il est venu en 95, en janvier 95, donc 6 mois après,
en voyage officiel à Paris. À l'époque, j'étais donc député, toujours président du groupe d'amitié France-Québec, et aussi vice-président de l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée nationale était Philippe Séguin, qui lui aussi était... on était en parfaite harmonie, si j'ose dire, sur le sujet québécois, comme sur pas mal d'autres sujets, je dois dire. Et on a donc préparé ce voyage, la partie parlementaire, si j'ose dire, mais un peu au-delà d'ailleurs, ensemble. Et le voyage de Parisot a été un grand moment, à vrai dire. Beaucoup d'enthousiasme côté français, je dois dire, parce que l'homme était d'ailleurs assez rayonnant aussi. Les thèses québécoises étaient vraiment assez largement répandues en France. Il faut dire aussi que, on quitte la politique un instant, mais c'est très important dans la relation franco-québécoise, les artistes québécois étaient devenus vraiment très nombreux à être adoptés par le public français. Oui, la plupart d'entre eux faisaient chanteurs, auteurs de cinéma, etc. Bon. Donc le Québec, l'image du Québec était très très porteuse. Donc c'est un grand enthousiasme qui a entouré ce voyage. On a fait des choses qui ne se font pas habituellement. Par exemple, à l'Assemblée nationale, on a rouvert la porte centrale qui donne sur la colonnade et sur la Seine, donc, qui n'est jamais ouverte d'habitude, pour accueillir le Premier ministre québécois. Il y a une plaque qui a été posée. Enfin, il y a eu énormément de gestes exprès pour un peu exceptionnels. Symboliques. Absolument. Toujours est-il qu'on a eu aussi en marge de ces cérémonies, à la demande de Jacques Parisot, des entretiens, cette fois-ci qui étaient des entretiens non officiels, mais très intéressants parce qu'il se préoccupait beaucoup de mesurer la situation qui serait celle du Québec si le oui l'emportait. C'est pourquoi il se battait, évidemment. Mais en particulier, il voulait s'assurer que la France allait reconnaître la décision et appuyer la demande du Québec d'être accueilli aux Nations Unies. Et quelle était la position de la France? Alors, la France ne pouvait rien dire publiquement tant que le référendum n'avait pas eu lieu, mais il savait très bien ça, qu'il ne fallait pas attendre une déclaration qui aurait été une rupture directe avec le Canada, mais il voulait savoir un peu les arrière-pensées. Et bon, je pense qu'il a eu suffisamment confiance dans le fait que s'il y avait un oui, effectivement, il pouvait compter sur le soutien de la France et de quelques autres pays, y compris dans le cadre de la francophonie avec les partenaires africains, etc. Donc, cette discussion un peu de stratégie internationale était vraiment tout à fait intéressante. Alors, on sait que le oui ne l'a pas emporté. Alors, oui, de très peu. Quels sont vos... De très peu, là, pour le coup, parce que là, c'était presque 50-50, en fait. Hein. Mais enfin, ça n'a pas dépassé 50. Ça s'est arrêté un petit peu en dessous. Bon, là, effectivement, aussitôt le résultat de l'élection connue, Jacques Parisot a démissionné. Il a considéré que c'était vraiment pour ça qu'il s'était engagé, et dans la mesure où ça n'avait pas marché, il en tirait les conséquences. Il a donc été remplacé, comme je le disais tout à l'heure, par Lucien Bouchard d'abord, que je connaissais aussi, bien sûr, comme il connaissait beaucoup de gens en France aussi. Ça a été vraiment un homme de grande qualité aussi, moins expansif peut-être que Jacques Parisot, mais un homme vraiment, un homme d'État. Et puis, il a été quand même Premier ministre pendant 5 ans. Et ensuite, ça a été Bernard Landry. Donc on est resté toujours dans la ligne. Le Parti québécois resté au pouvoir pendant toute cette longue période. Et son chef, qui a été d'abord Parisot, puis ensuite Bouchard, puis ensuite Landry, sont restés aux commandes du gouvernement québécois. Et en fait, pendant toute cette période, du coup, la ligne politique générale de la relation entre la France et le Québec est restée assez constante. En fonction des moments et des hommes, le langage n'est pas toujours strictement les mêmes mots. Il faut aussi se renouveler de temps en temps. Mais la ligne générale était quand même, tout du long,
sur le fait que pour la France, le Québec est et doit être un partenaire particulier, que la relation qu'il a avec le Québec et qu'elle a avec le Québec doit être aussi particulière, avec des liens directs, beaucoup plus approfondis qu'avec d'autres pays, etc. Ça, c'est resté une continuité pendant toute cette longue période, en fait. Et j'aurais même tendance à dire et qui s'est continué, parce qu'ensuite on aura le départ du Parti québécois, Oui. mais c'est les libéraux qui prennent le Oui. pouvoir, Oui. et Jean Charest, finalement, sans être partisan d'indépendance, manifeste une certaine volonté d'autonomie. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, vous avez raison, on l'a vu sur des sujets de fond. Par exemple, pendant la période où c'était encore le Parti québécois qui était au pouvoir, et par exemple, je repense à la période des années 2002-2003, il y avait un grand débat qui était lancé, qui a d'ailleurs abouti à une victoire, pour obtenir la signature au niveau international, donc dans le cadre de l'UNESCO, de la Convention internationale pour la diversité culturelle. Là, c'était un projet sur lequel le gouvernement du Parti québécois était extrêmement engagé. Il se trouve que moi, à cette époque-là, j'étais membre du gouvernement français comme ministre de la Coopération et de la Francophonie. Il se trouve aussi que mon interlocutrice, à l'époque, au sein du gouvernement québécois, était Louise Baudouin, qui était ministre des Relations internationales et de la Francophonie, qui était une combattante très, très engagée dans cette bataille pour la Convention sur la diversité culturelle. Et donc, on a beaucoup travaillé ensemble, ce qui était à la fois extrêmement efficace, mais en même temps très agréable, parce que c'était devenu vraiment une amie très, 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 très chère. Et le gouvernement de Jean Charest, qui a pris la suite, a tout à fait maintenu le cap sur ce sujet, qui est un sujet vraiment majeur, non seulement pour la France et le Québec, mais pour l'ensemble, non seulement de la francophonie, mais des autres peuples, où l'idée c'est quand même que toutes les cultures méritent de pouvoir être respectées, et que c'est une richesse pour l'humanité, et qu'on ne doit pas faire l'uniformisation, etc. Et donc, on peut dire aussi qu'en ce qui concerne les relations entre la France et le Québec, quelqu'un comme le Premier ministre Jean Charest, qui en effet était le chef du Parti libéral, était très vigilant sur le respect par le gouvernement fédéral canadien de la particularité québécoise, de l'identité québécoise. Et j'ai eu l'occasion de raconter que quand, dans le cadre des visites alternées de Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre de 2002 à 2005, dont j'étais moi le ministre de la Coopération et de la Francophonie, quand il est allé en visite officielle au Québec, d'abord au Canada, d'abord à Ottawa, comme c'est la tradition, il y a une première partie qui est une partie plus diplomatique qui se passe à la capitale fédérale, et ensuite la partie plus sentimentale et plus forte politiquement, c'est au Québec. Quand on est arrivé à l'aéroport de Québec, venant de Montréal, le Premier ministre Jean Charest, à la descente de l'avion, m'a pris à part, pendant que Jean-Pierre Raffarin saluait les personnalités à l'accueil, et m'a dit qu'il avait besoin d'avoir un entretien de quelques minutes en petit comité avec Raffarin. C'est ce qui s'est passé avant d'aller retrouver dans le hall d'entrée la partie protocolaire, les discours d'usage. Et il nous a dit qu'il avait appris qu'une fuite avait eu lieu venant de l'ambassade de France à Ottawa, révélant aux autorités fédérales le détail du programme que le gouvernement québécois avait préparé, et il considérait que c'était inadmissible, que c'était absolument contraire à toutes les règles
qui avaient toujours existé depuis le général de Gaulle d'ailleurs, qui font que le gouvernement français dialogue directement avec le gouvernement québécois, qu'il y a un consul général à Québec qui fait fonction d'ambassadeur en fait, qui communique directement avec le Quai d'Orsay sans passer par Ottawa, et qu'il fallait donc y tenir essentiellement à ce que ces principes et ces pratiques soient respectés. Et depuis Québec, nous avons avec Jean-Pierre Raffarin rédigé un télégramme destiné au Quai d'Orsay et à tout le réseau diplomatique pour officiellement rappeler la nécessité absolue de respecter ces règles qui avaient été fixées déjà depuis assez longtemps. C'est dire que même si la sensibilité politique vis-à-vis de l'indépendance ou de la souveraineté n'était pas exactement la même quand il s'agit des libéraux ou des péquistes, sur le socle du respect des particularités du Québec est commun, en fait, à la classe politique québécoise d'une manière générale. Oui, au fond, on pourrait dire qu'en dépit de 2 référendums qui ont échoué, il y a eu un progrès vers l'affirmation, je dirais, de l'identité québécoise qui fait que c'est peut-être une province, mais pas comme les autres, si je puis dire. Oui, ça c'est sûrement vrai. Oui. Je dois dire que, en tout cas, c'était vrai jusqu'il y a quelques années. Alors là, je ne parle plus maintenant de l'expérience liée aux affaires publiques, aussi bien parlementaires, gouvernementales, etc., mais plutôt comme observateur attentif, si vous voulez, de la situation au Québec. Le Québec est, comme tous les pays, comme la France aussi, confronté à la mondialisation. Ils ont quand même une situation géographique qui fait qu'ils sont frontaliers d'un très très grand voisin, qui est quand même une puissance économique à tous égards, d'ailleurs extrêmement forte, qui a une influence considérable. Et les modes de vie, les modes de pensée véhiculés par les États-Unis et par ce monde mondialisé ont aussi un effet sur la population et sur la jeunesse québécoise. Est-ce qu'on a pu dire, d'ailleurs, peut-être à tort, mais justement, j'aimerais avoir votre point de vue, on dit souvent aujourd'hui que les Québécois, ce sont des Américains francophones. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être la langue française en commun avec nous, mais il y a une autre culture. Oui, enfin, il y a du vrai dans cette appréciation, mais en même temps, indépendamment de la langue, je crois qu'il y a aussi une identité québécoise, malgré tout, qui n'est pas que linguistique. C'est quand même un peuple qui n'a pas tout à fait abandonné ses racines, qui sait d'où il vient malgré tout, qui est assez fier de lui, ce qui est bien d'ailleurs, qui a son histoire à lui. Et ça n'a quand même pas disparu, du moins, je n'ai pas le sentiment, et en tout cas je ne l'espère pas. Mais en tout cas, dans le monde d'aujourd'hui, si vous voulez, l'idée de la souveraineté est probablement moins forte au Québec qu'elle ne l'a été à un certain moment, notamment quand il y a eu le 2e référendum, aussi parce que, on le voit avec d'autres situations, je pense à l'Écosse, je pense éventuellement à la Catalogne, n'est-ce pas, dans les pays développés, les opinions publiques, du moins une part importante de l'opinion publique, a peur du changement. Enfin, en tout cas, se laisse assez facilement impressionner par la menace de changement. Dans le référendum... Ils sont ouverts à l'innovation beaucoup plus. Oui, mais dans le référendum, par exemple, de Jacques Parizeau, la campagne massive qu'ont fait les partisans du non, essentiellement d'ailleurs soutenu massivement par le gouvernement fédéral, c'était sur le thème « Si vous votez pour la souveraineté, vous allez perdre vos retraites et le système social va couler, etc. » C'était d'ailleurs assez faux. Mais ce genre de choses, ça fait peur aux gens qui sont un peu hésitants, qui se disent « Oui, on sait ce qu'on a, c'est pas formidable, mais quand même, on ne veut pas prendre de risques. » Et c'est ce qui, au dernier moment, fait que ça ne franchit pas la barre des 50%.
Et je trouve que, par exemple, ce qui s'est passé en Écosse est assez similaire. Il y avait une vraie envie, puis quand même, au dernier moment, il a manqué quelque chose, parce que c'est pareil, accepter le risque. Alors, René Lévesque parlait du beau risque, mais accepter le risque, c'est quelquefois une chose qui est difficile dans des pays développés, dont la moyenne d'âge est souvent assez élevée, et où le chantage à la perte des avantages liés à la retraite et aux acquis sociaux fait toujours frémir. On sait ce qu'on perd, mais... Voilà. Donc c'est un peu ça qui se passe, je crois, aussi au Québec. Je voudrais insister encore dans notre entretien sur votre rôle en tant que ministre de la coopération et de la francophonie. En quoi cette relation avec le Québec a été particulièrement importante pour vous et quels sont éventuellement quelques événements auxquels vous avez pu participer? Il y a plusieurs choses. C'est pas, le mot coopération est un mot qui permet une grande variété d'actions. Donc, quand il s'agit de la coopération avec un pays qui est en voie de développement, qui a des besoins considérables, là, c'est en fait de l'aide au développement. Ce n'est pas le cas, évidemment, dans nos relations avec le Québec, qui est un pays tout aussi développé que la France. Mais en revanche, on peut coopérer d'une autre manière. Par exemple, je me souviens, quand j'étais au gouvernement chargé de ce ministère,